Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Un roman sous forme de mémoire où Marguerite Yourcenar entre dans la peau, ou du moins dans la voix, de l'empereur Adrien, un empereur romain sur lequel, avant de lire ce livre-là, je ne savais pas grand-chose. Et il me semble que c'est une manière tout à fait intéressante d'entrer dans l'histoire que d'y entrer par le point de vue reconstitué d'un personnage aussi essentiel qu'un empereur, mais en même temps, il s'agit d'un humain comme les autres, qui au début n'était d'ailleurs pas forcément destiné à devenir empereur. Alors bien sûr, il s'agit d'une reconstitution qui date des années 1950, d'un empereur du IIIe siècle. Et entrer dans les propos que pourrait tenir dans des mémoires cet empereur romain, c'est évidemment prendre un risque, parce que nul ne sait ce que pensa vraiment en son temps l'empereur Adrien. Mais c'est un exercice d'imagination assez fascinant. Et si j'étais Adrien, qu'est-ce que je raconterais? Qu'est-ce que je dirais de cet empire romain qui encore aujourd'hui nous fascine? On suit donc la vie d'Adrien en commençant par des moments de la fin de sa vie. Il écrit une lettre. Mon cher Marc, je suis descendu ce matin chez mon médecin Hermogène, qui vient de rentrer à la villa après un assez long voyage en Asie. L'examen devait se faire à jeun. Nous avions pris rendez-vous pour les premières heures de la matinée. Cet examen médical annoncera de mauvaises nouvelles. Et donc on entre dans ses mémoires par l'imminence de la mort d'Adrien. Mais ensuite, on remonte à son enfance en Espagne, puis à sa carrière dans l'armée, puis aux intrigues qui vont finalement le mener à être adopté par l'empereur précédent, Trajan, et à lui donner, à la mort de Trajan, le statut d'empereur. Un empereur itinérant qui n'aime pas tellement la ville de Rome, qui préfère la Grèce et d'autres régions d'Orient plutôt. Mais aussi, ses conquêtes vont l'emmener un peu partout. On connaît le mur d'Adrien. Il va donc se rendre en Bretagne de l'époque, il va se rendre en Afrique, il va se rendre partout, et c'est aussi un livre qui nous fait voyager dans l'espace, en plus de nous faire voyager dans le temps. Et l'Empire romain, c'est immense. Et il parcourt, me semble-t-il, quasiment tout cet empire, notre empereur Adrien. Voici ce qu'il dit sur Rome. Lui qui n'est pas romain au sens qu'il n'est pas un homme de la ville de Rome, tout en étant empereur romain. Rome n'est plus dans Rome. Elle doit périr ou s'égaler désormais à la moitié du monde. Ces toits, ces terrasses, ces îlots de maisons que le soleil couchant dore d'un si beau rose ne sont plus, comme au temps de nos rois, craintivement entourés de remparts.
J'ai reconstruit moi-même une bonne partie de ceux-ci le long des forêts germaniques et sur les landes bretonnes. Chaque fois que j'ai regardé de loin, au détour de quelques routes ensoleillées, une acropole grecque et sa ville parfaite comme une fleur, reliée à sa colline comme le calice à sa tige, je sentais que cette plante incomparable était limitée par sa perfection même, accomplie sur un point de l'espace et dans un segment du temps. Sa seule chance d'expansion, comme celle des plantes, était sa graine, la semence d'idées dont la Grèce a fécondé le monde, mais Rome, plus lourde, plus informe, plus vaguement étalée dans sa plaine au bord de son fleuve, s'organisait vers des développements plus vastes. La cité était devenue l'État. J'aurais voulu que l'État s'élargît encore, devint ordre du monde, ordre des choses. Des vertus qui suffisaient pour la petite ville des 7 collines auraient à s'assouplir, à se diversifier pour convenir à toute la terre. Rome, que j'osais le premier qualifier d'éternelle, s'assimilerait de plus en plus aux déesses mères des cultes d'Asie, progénitrice des jeunes hommes et des moissons, serrant contre son sein des lions et des ruches d'abeilles. Une écriture très riche, très métaphorique et sensuelle, et j'ai envie de dire. Et cette fascination chez Adrien, et chez Marguerite Yourcenar peut-être aussi, pour les mystères de l'Asie, pour une forme d'exotisme, et pour l'aspect religieux aussi. On est dans une période de bouleversement religieux où la religion traditionnelle des Romains est concurrencée par une secte dont il parle de temps en temps qui s'appelle les chrétiens, par les mystères qu'il appelle d'Asie, le culte de Mitra par exemple, par aussi la résistance des Juifs contre qui Adrien se battra, et puis lui-même va sentir une attirance pour ce monde mystérieux, pour ces questions liées au sens profond de l'existence peut-être, même si la religion romaine est une religion d'État qui n'est sans doute pas d'abord une religion de personnes, d'individus qui cherchent un sens à leur vie. Ce serait un anachronisme de penser ceci. Et évidemment, le péché capital, ici, c'est l'anachronisme. Et je crois que Marguerite Yourcenar l'évite, même si je ne suis pas spécialiste d'histoire romaine, et que donc il y a peut-être des erreurs, et que j'y ai aussi ma propre lecture. Bref, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Il y a toute une partie à la fin de notes qui explique ça. Oui, on a la preuve que ça a eu lieu, ça j'ai un peu brodé, j'ai un peu changé, ça je ne suis pas certaine, etc. Mais au fond, quand on lit ça, peu importe, on y croit, on croit en cette vie, qu'on sait réelle mais reconstruite, et donc forcément avec des libertés, des inconnus, des bouts de fiction, forcément, et peu importe que tout ne soit pas totalement vrai. Mais venons-en au mystère de l'Asie. Tous les mystères de l'Asie venaient renforcer ce voluptueux désordre de leur musique stridente. Le temps d'Éleusis était bien passé, les initiations aux cultes secrets et bizarres, pratiques plus tolérées que permises, que le législateur en moi regardait avec méfiance, convenaient à ce moment de la vie où la danse devient vertige, où le chant s'achève en cri. Dans l'île de Samothrace, j'avais été initié au mystère des Kabyres, antiques et obscènes, sacrés comme la chair et le sang. Les serpents gorgés de lait de l'antre de
trophonios se frottèrent à mes chevilles. Les fêtes traces d'Orphée donnèrent lieu à de sauvages rites de fraternité. L'homme d'État qui avait interdit sous les peines les plus sévères toutes les formes de mutilation consentit à assister aux orgies de la déesse syrienne. J'ai vu l'affreux tourbillonnement des danses ensanglantées. Fasciné comme un chevreau mis en présence d'un reptile, mon jeune compagnon contemplait avec terreur ces hommes qui choisissaient de faire aux exigences de l'âge et du sexe une réponse aussi définitive que celle de la mort, et peut-être plus atroce. Mais le comble de l'horreur fut atteint durant un séjour à Palmyre, où le marchand arabe Mélès Agrippa nous hébergea pendant 3 semaines au sein d'un luxe splendide et barbare. Il y a une sorte de lyrisme de l'horreur ici, de débauche, de dépravation peut-être, mais mystique. Et il y a un personnage important évoqué ici, mon jeune compagnon. Ce jeune compagnon qu'aime Adrien et qui va mourir très jeune dans des circonstances terribles. Voilà une autre dimension de ce livre, l'amour et le corps, l'importance du corps dans ces rites décrits ici, mais aussi, plus le temps avance, plus le corps ne suit plus, le corps robuste qui supportait les grandes chevauchées militaires et qui se vautre dans des plaisirs plus ou moins licites, petit à petit, avec l'âge, ce corps, forcément, devient problématique et devient un élément à penser, à peut-être apprendre à apprivoiser dans ses faiblesses. On se rapproche de la fin, justement, de l'empereur Hadrien, qui, avant d'être un empereur, et c'est ce qui fait l'intérêt de ce livre, est un homme avec ses contradictions, avec ses bons côtés. Est-ce que c'est un empereur exemplaire? Non, il tue certains de ses ennemis. Ce n'est pas non plus un tyran. Le choix est, au fond, intéressant parce que Hadrien n'est pas le pire ni le meilleur empereur romain, mais il me semble incarner une époque qui nous est devenue étrangère, et pourtant, ce que vit cet empereur romain d'une époque étrangère, lointaine, avec son corps, eh bien c'est ce que nous vivons tous. Et donc il y a de l'universel dans le récit d'une telle vie. J'avais toute ma vie fait bon ménage avec mon corps. J'avais implicitement compté sur sa docilité, sur sa force. Cette étroite alliance commençait à se dissoudre. Mon corps cessait de ne faire qu'un avec ma volonté, avec mon esprit, avec ce qu'il faut bien maladroitement que j'appelle mon âme. Le camarade intelligent d'autrefois n'était plus qu'un esclave qui rechigne à sa tâche. Mon corps me craignait. Je sentais continuellement dans ma poitrine la présence obscure de la peur, un resserrement qui n'était pas encore la douleur, mais le premier pas vers elle. J'avais pris de longue date l'habitude de l'insomnie, mais le sommeil désormais était pire que son absence. À peine assoupi, j'avais d'affreux réveils. J'étais sujet à des maux de tête qu'Hermogène attribuait à la chaleur du climat et au poids du casque. Le soir, après les longues fatigues, je m'asseyais comme on tombe. Se lever pour recevoir Rufus ou Sévérus était un effort auquel je m'apprêtais longtemps à l'avance.
Mes coudes pesaient sur les bras de mon siège, mes cuisses tremblaient comme celles d'un coureur fourbu. Le moindre geste devenait une corvée, et de ces corvées la vie était faite. Le corps qui ne suit plus, qui se sépare de ce que maladroitement Adrien appelle son âme, c'est évidemment quelque chose qui nous arrivera à tous si nous vivons assez longtemps. Et puis, cela se termine par une méditation sur la mort. On voulait mourir. On ne voulait pas étouffer. La maladie dégoûte de la mort. On veut guérir, ce qui est une manière de vouloir vivre. Mais la faiblesse, la souffrance, mille misères corporelles découragent bientôt le malade d'essayer de remonter la pente. On ne veut pas de ces répits qui sont autant de pièges, de ces forces chancelantes, de ces ardeurs brisées, de cette perpétuelle attente de la prochaine crise. Je m'épiais. Cette sourde douleur à la poitrine n'était-elle qu'un malaise passager, le résultat d'un repas absorbé trop vite, ou fallait-il s'attendre de la part de l'ennemi à un assaut qui, cette fois, ne serait pas repoussé? Je n'entrais pas au Sénat sans me dire que la porte s'était peut-être refermée derrière moi aussi, définitivement, que si j'avais été attendu comme César, par 50 conjurés armés de couteaux. L'ennemi. Adrien est un militaire, mais l'ennemi le plus implacable, il est là. C'est notre propre corps quand il nous échappe et notre propre mort quand elle arrive sans qu'on sache ni le jour ni l'heure. Mais ce que l'on sait, c'est qu'elle viendra. Et donc finalement, cette vie d'Adrien, cet empereur romain d'une époque lointaine, est-ce qu'historiquement il y a des erreurs? Sans doute. Est-ce que cela me permet de bien comprendre exactement ce qui s'est passé à cette époque-là? Peut-être pas tout à fait. Mais ce qui donne de la force à ce livre, indépendamment de l'histoire, c'est le fait d'entrer au plus près, au plus direct dans ce qui fait le destin, ce qui fait la vie d'un humain. Adrien, un autre, Marguerite Yourcenar, moi-même. Au fond, peu importe. Marguerite Yourcenar, Mémoire d'Adrien.